Bonjour à tous et bienvenue dans Flashback, le podcast de la sélection UGC Culte qui vous fait redécouvrir les films qui ont marqué l'histoire du cinéma. Aujourd'hui, nous retrouvons Jean-Pierre Lavoignat, journaliste cinéma, pour un nouvel épisode. Flashback sur Collatéral de Michael Mann, sorti en 2004. Los Angeles comme on ne l'a jamais vu. La rencontre d'un tueur impitoyable que rien ne peut arrêter, avec un chauffeur de taxi qui rêve d'une autre vie, mais qui, pris en otage, est bien obligé d'accompagner son passager, dont la mission cette nuit-là est de tuer 5 personnes. La rencontre aussi à l'époque de l'un des metteurs en scène les plus exigeants, un styliste hors pair, avec l'un des acteurs les plus perfectionnistes, une star énigmatique. Résultat, l'un des meilleurs films de Michael Mann et l'un des meilleurs rôles de Tom Cruise. 20 ans après sa sortie, Collatéral n'a rien perdu de sa force, ni de sa fascinante noirceur, ni de sa tragique beauté. L'homme qui a réussi cet exploit, c'est donc Michael Mann. Loin de Chicago où il est né, il a choisi d'aller étudier à la London Film School parce qu'on y enseignait tous les aspects techniques du métier plus que la théorie. C'est là qu'il a fait ses premiers pas dans la publicité, aux côtés d'Alan Parker, Ridley Scott et Adrian Lyne, avant de réaliser en France un court documentaire sur les événements de mai 68, pour lequel il a interviewé, entre autres, le jeune Daniel Cohn-Bendit. Rentré aux États-Unis, il débute à Hollywood comme scénariste, notamment sur la série Starsky et Hutch, puis comme producteur sur la série Deux flics à Miami, tout en réalisant des films habités et désenchantés, à la fois réalistes et stylisés, comme Le Solitaire ou Le Sixième Sens, des films qui enchantent ses collègues cinéastes et une partie de la critique, mais qui ne trouvent pas toujours leur public. C'est le succès en 1992 du Dernier des Mohicans avec Daniel Day-Lewis qui lui donne la possibilité de se lancer dans un polar qui va faire sa gloire, Heat, remake de l'un de ses téléfilms, LA Takedown, réalisé en 1989. L'affrontement d'un super flic et d'un grand voyou, rivaux légendaires qui ont forcément fini par s'estimer. Michael Mann réussit là où tant d'autres avaient échoué, réunir enfin Al Pacino et Robert De Niro face à face dans le même film. La rencontre au sommet de deux monstres sacrés, de deux acteurs considérés comme les meilleurs de leur génération et entièrement dévoués à leur art, tout à la fois frères de sang et frères ennemis, si loin et si proches, comme les deux revers de la même médaille. Sorti en 1995, Heat, polar fascinant et magnifique de plus de 3 heures, est vite devenu culte. Fort de ce succès, Michael Mann ne perd pas de temps et enchaîne avec 2 films très différents. Révélation en 1999, un film à thèse sur la mainmise des lobbies du tabac, avec Russell Crowe impérial et déchirant en lanceur d'alerte, aux côtés du super journaliste Al Pacino. Puis en 2001, Ali, consacré à Mohamed Ali, le plus grand boxeur du monde, incarné magnifiquement par Will Smith. 2 films qui, comme toujours, transcendent le genre, grâce à l'élégance et à la fluidité de sa mise en scène et à la performance que le cinéaste obtient de ses acteurs. Après Ali, Michael Mann travaille sur un biopic de Howard Hughes, ce milliardaire des années 30 passionné par les avions et le cinéma, qu'il envisage de tourner avec Leonardo DiCaprio. Mais venant de tourner 2 films sur des personnages et des faits réels, il rêve tout d'un coup du contraire, et il préfère laisser le projet de The Aviator à Martin Scorsese. Après avoir raconté 10 ans de la vie de Mohamed Ali dans 5 villes sur 2 continents avec des tas d'événements et de personnages, il rêve en effet d'une pure fiction, toute simple, répondant quasiment à la règle des 3 unités des tragédies classiques. Unité de temps, unité de lieu, unité d'action. Il se souvient alors d'un projet qui traîne depuis quelque temps à Hollywood, pour lequel Russell Crowe a été à un moment pressenti. C'est lui d'ailleurs qui lui avait fait lire le scénario, avant de finalement se retirer du projet qui mettait trop de temps à se monter. Une histoire simple à 2 personnages, un tueur et un chauffeur de taxi. 10 heures d'un parcours en duo qui va les conduire de meurtre en meurtre jusqu'au bout de la nuit. Ce scénario, on le doit à l'Australien Stuart Beattie, qu'il a écrit quand il était étudiant, mais qui a vite été remarqué par DreamWorks, le studio de Spielberg, Katzenberg et Geffen. Stuart Beattie, à qui l'on devra le scénario du premier volet de Pirates des Caraïbes, l'a retravaillé ensuite avec Frank Darabont,
le scénariste et réalisateur des Évadés et de La Ligne verte. Cela n'a pas suffi pour autant pour trouver un metteur en scène, jusqu'au moment où Michael Mann s'intéresse au projet. S'il trouve la structure du film brillante, il décide, comme à son habitude, de reprendre le scénario. Il transpose tout de suite l'action du film de New York à Los Angeles. Il oublie la mafia russe qui était impliquée dans le premier script, modifie le background des personnages, leur personnalité et même le sujet de leur conversation. Mais comme la structure narrative, ce qui est vraiment le plus difficile à réussir dans un scénario, dit le cinéaste, est restée telle quelle, il ne demande pas à être crédité pour ces changements. Très vite, Michael Mann réfléchit à son casting idéal. Pour le tueur, une fois Russell Crowe retiré du projet, il pense à Tom Cruise. Mais lorsqu'il lui envoie le scénario, il lui laisse pourtant le choix entre les deux personnages, entre le tueur et le chauffeur de taxi. Et c'est ensemble qu'il décide que c'est plus intéressant pour lui de jouer Vincent, le tueur professionnel. Michael Mann aime se confronter à des stars, il aime les emmener sur des terrains qu'ils n'ont pas l'habitude d'explorer et révéler d'eux, y compris à eux-mêmes, des aspects nouveaux. Tom Cruise, alors au sommet de son charisme et de sa carrière, après les 2 Missions Impossibles et Minority Report de Spielberg, il trouvera ainsi son premier rôle de vrai méchant. Pour une fois, même si Lestat dans Entretien avec un vampire et le gourou de Magnolia n'était pas très recommandable, il ne s'agit pas pour lui de sauver le monde, mais d'incarner le chaos. Pour Max, le chauffeur de taxi, Michael Mann envisage d'abord Robert De Niro, mais le studio préfère un acteur plus jeune. Adam Sandler est alors approché, mais il ne trouve pas d'accord. Et c'est alors que le cinéaste propose le rôle à Jamie Foxx, qu'il a déjà dirigé dans Ali, et à qui il demandera cette fois de s'entraîner pendant de longs mois à conduire un taxi. À force, Jamie Foxx sera même capable de conduire la voiture lors de la scène du carambolage. Ce sera le dernier changement majeur par rapport au script original. Le chauffeur devient ainsi afro-américain, ce qui renforcera magnifiquement le face-à-face et lui donnera une dimension supplémentaire. De la même manière, il propose le rôle de l'avocate, première passagère du taxi, à Jada Pinkett Smith, la femme de Will Smith, qui jouait son épouse dans Ali, et à qui il demande de passer plusieurs jours avec une avocate professionnelle afin de découvrir son quotidien. Et pour le détective, Val Kilmer ayant dû déclarer forfait pour tourner Alexandre d'Oliver Stone, c'est Mark Ruffalo qui est choisi. Javier Bardem, qui commence alors sa carrière américaine, complète le casting. Si Michael Mann et Tom Cruise ont un point commun, c'est bien l'obsession et le plaisir de la préparation. Pendant les 5 mois que va durer la pré-production du film, ils ne vont avoir de cesse de chercher les qualités et les compétences dont Cruise aurait besoin s'il était ce tueur. Si Michael Mann rencontre des gens des services secrets habitués à ce genre de mission, entre guillemets, il demande à Tom Cruise de s'entraîner pendant des mois au maniement des armes à feu pour être capable de tirer de vraies balles et d'utiliser un revolver aussi naturellement que si c'était son métier. Il l'a même envoyé livrer un paquet habillé en coursier de Federal Express, histoire de l'habituer à se fondre dans la foule. Et il lui a demandé aussi de suivre secrètement des futurs membres de l'équipe dans la rue, de les épier, de comprendre leurs habitudes, jusqu'à être capable de leur coller un post-it sur la nuque avant qu'ils ne le remarquent. Ensemble, ils se posent toutes les questions possibles sur tous les aspects de ce qui fait le job spécifique de ce Vincent. Comment il épie ses victimes, où il gare sa voiture quand il va à la gym, enfin, tous les plus petits détails de sa vie. Ils font aussi des séances d'improvisation au cours desquelles Tom Cruise est invité à imaginer des épisodes de l'enfance de son personnage. Il avait inventé, confiera l'acteur, toute une biographie de Vincent, me montrant même des photos de l'endroit où il avait grandi. Bien sûr, tout cela n'apparaît pas dans le film, mais a forcément nourri, renforcé et approfondi la compréhension de son personnage et donc son interprétation. C'était intéressant, dira Tom Cruise, de chercher à comprendre le comportement antisocial de Vincent, pourquoi il est déconnecté de la vie, d'analyser pourquoi il ne se sent sincèrement pas responsable de ses meurtres. Il est engagé pour faire un travail, tuer des gens, et ce serait une brèche dans son éthique de ne pas le faire. J'ai abordé le rôle de ce point de vue-là. Enfin, Michael Mann va littéralement dessiner le personnage de Vincent, donnant à Tom Cruise ce look glacial, avec cheveux argent et costume brillant, et faussement impassible.
C'est quoi votre truc lui demande le chauffeur de taxi. L'indifférence, répond-il. Difficile de ne pas voir dans ce perfectionnisme, dans ce souci du détail, dans cette exigence, dans cette obsession même qui les anime tous les deux, comme un écho avec la minutie, la précision et l'efficacité avec lesquelles Vincent prépare et exécute ses contrats. Comme si Vincent était une métaphore à la fois du réalisateur et de l'acteur qui entendent tout maîtriser. Et même, comment ne pas voir dans ce personnage de Vincent qui se fait passer pour quelqu'un d'autre la métaphore du métier d'acteur, où il s'agit de changer d'identité aussi naturellement qu'on respire, mais un métier d'acteur poussé à l'extrême. Ce n'est pas d'ailleurs le moins troublant du film. Si Mann décide de modifier le lieu de l'action et de passer de New York à Los Angeles, c'est non seulement parce qu'il y vit, parce qu'il aime la ville, parce qu'il la connaît très très bien pour y avoir fait de nombreux repérages pour des projets qui n'ont pas abouti, mais c'est surtout parce qu'il trouve que c'est la ville américaine la plus excitante cinématographiquement, notamment tous ces quartiers d'immeubles d'affaires et de centres de conférences. Grand amateur de recherche formelle et de technologie nouvelle, Mann décide de tourner l'essentiel du film avec une caméra numérique qui va lui permettre de filmer dans la nuit comme la pellicule ne le permet pas. C'est quasiment la première fois dans le cinéma que le numérique est utilisé non pas pour des effets spéciaux, mais pour la narration elle-même. Ce qui est fascinant chez Michael Mann, dit Tom Cruise, c'est sa volonté d'innover, de développer toutes les techniques qui vont lui permettre de faire ce film nocturne et urbain dont il rêve, pas pour épater la galerie, pas pour relever un défi technique, mais en véritable artiste pour servir son propos. Avec l'aide de son chef-op, l'Australien Diane Beebe, dont il a apprécié le travail sur Chicago de Rob Marshall et In the Cut de Jane Campion, il multiplie les vues aériennes sur les highways, qui soudain ressemblent à des labyrinthes. Il joue aussi bien avec les néons des enseignes qu'avec les effets de miroir des gratte-ciel en verre, et réalise des plans qui frôlent l'abstraction, tout à la fois hyper réaliste et poétique. Porté par une BO d'enfer, il signe un hommage magnifique à Los Angeles, élégant et nerveux, vibrant et dérangeant aussi, tant on sent que le cinéaste est tout à la fois ébloui et terrifié par la beauté quasi inhumaine de cette ville qui se prête à tous les fantasmes, y compris les plus contradictoires. Il ne lâche rien pour autant de son intrigue, ni des scènes d'action incontournables qui explosent soudain comme un éclair déchire la nuit, dont celle devenue cultissime de règlement de compte dans une boîte de nuit, tournée elle en pellicule et caméra à l'épaule, et qui aurait mérité à elle seule l'Oscar du meilleur montage, et pas seulement une nomination. Pour ne pas citer cette course-poursuite dans le métro au suspense infernal. Le tout est magistral. Bien sûr, on pourra trouver que les hasards, les coïncidences et les rebondissements qui jalonnent cette virée nocturne sont un peu trop nombreux et tombent un peu trop bien, mais une fois encore, Michael Mann transcende le tout par son sens incroyable de la mise en scène et de l'image. Il n'a pas son pareil pour créer une ambiance, faire régner la tension, distiller la mélancolie. Comme s'il donnait tout son sens et toute sa profondeur à l'expression singulière du langage cinématographique. L'excellence avec laquelle il transcende le genre est aussi liée à ce qu'il obtient de ses acteurs. C'est peu dire que son duo fonctionne à merveille, évoluant subtilement entre terreur et fascination, entre toute puissance et début d'estime, et même parfois humour. Il faut les voir tous les deux affrontant ensemble leur solitude et leurs rêves brisés. C'est d'ailleurs aussi l'un des atouts de Michael Mann que d'imposer régulièrement des duos d'hommes inoubliables. Jamie Foxx, qui s'est formidablement tiré parti de toutes les nuances de son personnage, il gagnera une nomination à l'Oscar du meilleur second rôle. Tom Cruise sera bien sûr ignoré par l'Académie et il n'aura même pas de nomination. Il n'en reste pas moins que le film remportera un énorme succès public et critique international. Il est à ce jour le plus gros succès de Michael Mann. Il n'en reste pas moins non plus que la composition, l'incarnation de Tom Cruise comme sortie d'un film de Jean-Pierre Melville et d'anthologie. Il faut voir comment il incarne ce personnage qui se fissure peu à peu, dont la fragilité soudain affleure sous la cuirasse, alors que son otage prend un peu plus d'assurance à chaque étape. Ce qui se joue devant nous, c'est comme le dit Michael Mann lui-même, le dernier acte d'une tragédie. Il ne nous raconte pas le début, ni le milieu,
juste la fin. 2 hommes la nuit dans un taxi. 2 coyotes bravant la lumière des phares, comme dans la plus poétique et la plus mystérieuse des échappées belles. Du grand cinéma, visuellement époustouflant et cruellement, intensément, profondément humain. Merci Jean-Pierre pour ce bel épisode. Nous avons hâte de redécouvrir ce film en ce moment dans les cinémas UGC. Réservez vos places et retrouvez toute la sélection UGC Culte sur ugc.fr et l'appli UGC. Avant de se quitter, vous pouvez nous rappeler la sélection du mois ? Vous pourrez voir aussi en juin « Il faut sauver le soldat Ryan », sorti en 1998. 80 ans après, le débarquement des Alliés en Normandie et la guerre, comme si vous y étiez. Succès international et 5 Oscars, dont le 2e du meilleur réalisateur pour Steven Spielberg, avec Tom Hanks et Matt Damon, incontournables. Chungking Express de Wong Kar-wai, sorti en 1994. 2 policiers qui essaient de guérir de leurs blessures d'amour. Un des grands films du réalisateur de In the Mood for Love, romanesque et mélancolique sur l'air inoubliable de California Dreaming, avec Fay Wong et Tony Leung, envoûtant. Jurassic Park, sorti en 1993, le plus grand succès de Spielberg, un tournant dans l'histoire des effets spéciaux numériques, récompensé heureusement d'un Oscar. Terrifiant bien sûr, mais aussi avec des séquences magiques et inoubliables. Sorti la même année que La liste de Schindler, qui d'autre que Spielberg pour relever ces 2 défis en même temps? Impérial. Mad Max Fury Road de George Miller, sorti en 2015. 30 ans après, Tom Hardy reprend le rôle de Mel Gibson pour une incroyable épopée de bruit et de fureur, d'une virtuosité folle qui mélange tous les codes des films de genre et tous les univers et ne vous laisse pas un instant de répit. Déjà culte, pour comparer avec Furiosa, le préquel qui vient de sortir. La folle journée de Ferris Bueller, sortie en 1986. Avec Breakfast Club, signé aussi par John Hughes, un des grands films sur la fin de l'adolescence, un des grands films cultes américains des années 80 qui traverse allègrement les générations, porté par un Matthew Broderick irrésistible. Astérix et Obélix Mission Cléopâtre d'Alain Chabat, sorti en 2002. Assurément le meilleur Astérix et Obélix au cinéma, et celui qui a remporté le plus gros succès. Malin, drôle, inattendu, bourré d'idées folles et porté par un casting d'enfer autour de Gérard Depardieu et Christian Clavier, Jamel, Monica Bellucci, Gérard Darmon, Édouard Baird pour ne citer qu'eux. Présentation en version restaurée, avec une surprise post-générique. Inoubliable. Et Au milieu coule une rivière de Robert Redford, sorti en 1992. Dans le Montana des années 30, le destin de 2 frères fils de pasteurs que tout oppose. Un mélancolique tableau de l'Ouest américain, une superbe ode à la nature et à la pêche, le portrait d'une jeunesse hésitant entre le conformisme et la rébellion, habité par 2 acteurs formidables, Craig Sheffer et bien sûr Brad Pitt à ses débuts, d'une insolente beauté qui apparaît comme le double de Redford, magnifique et déchirant.